Alors, tel qu'annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder au débat de fin de séance. Le premier débat portera sur une question adressée par Madame la députée de Darsémégué à Madame la ministre de la Santé concernant la situation inadmissible de Mélissa et Jérémy, un couple de sans-abri vivant avec une déficience intellectuelle qui vivent dans la rue depuis 3 ans. Je vous rappelle que conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes et le député a ensuite droit à une réplique de 2 minutes. Madame la députée, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez évoqué, j'ai posé une question à la ministre de la Santé et des Services sociaux ce matin à propos de la situation de Mélissa et Jérémy, 2 jeunes adultes avec une déficience intellectuelle qui se retrouvent dans la rue depuis plus de 3 ans. Et je vous avoue, Monsieur le Président, je suis encore outrée de la réponse de la ministre que c'était le choix de Mélissa de se retrouver dans la rue. Une femme avec une déficience intellectuelle dont le système a échappé. Le curateur public nous dit qu'en 2025, il y avait au moins 64 personnes sous leur tutelle qui se retrouvaient en situation d'itinérance. Et quand on demande au CIS et au CIE s'il y a combien de personnes dans des cas similaires que Mélissa et Jérémy, ils n'ont pas de réponse. Donc, comment est-ce qu'ils sont supposés prédire et avoir les ressources, les outils en place pour bien accompagner ces personnes-là quand ils ne savent même pas combien de personnes avec une déficience intellectuelle se retrouvent en situation d'itinérance? J'ai moi-même un garçon qui a un trouble du spectre de l'autisme et une déficience intellectuelle. Et l'idée qu'il se retrouverait dans la rue un jour parce qu'il n'y a pas de filet social pour lui, je ne peux même pas décrire ce que ça me fait. Donc, la ministre nous dit que Mélissa a refusé l'hébergement qui lui a été offert et qu'elle a fait le choix de se retrouver dans la rue. L'hébergement qui a été offert à Mélissa et à Jérémy était dans un quartier qu'ils ne connaissaient pas. Et je cite, « Le couple était désorienté et ils avaient perdu leur repère ». Donc, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait de l'hébergement adapté à travers la province, à travers Montréal, pour que chacun puisse se retrouver dans la réalité et dans les circonstances dont ils sont, qu'ils connaissent, dont ils sont habitués. On a besoin de financement pour des refuges et hébergements spécialisés, parce que clairement, ce n'est pas le cas présentement. Dans le premier mandat de la CAQ, il y a une augmentation de l'itinérance de 44 et plusieurs de ces personnes sont des personnes extrêmement vulnérables, des personnes en situation d'handicap, avec une déficience intellectuelle ou sur le spectre de l'autisme. C'est de la maltraitance sociale, ce qu'on voit aujourd'hui. Les refuges et logements pour personnes itinérantes ne répondent pas aux besoins spécifiques de cette population et ce n'est jamais à nous de mettre la responsabilité sur une personne avec une déficience intellectuelle de s'organiser et de s'orienter. Sans plan précis, il n'y a pas de responsabilité ni de résultat. Le gouvernement n'a pas de stratégie ciblée pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un TSA qui sont en situation ou à risque d'itinérance. On a besoin d'un gouvernement qui écoute, d'un gouvernement qui comprend. Les réalités pour chacun sont différentes. Quand le plan interministériel sur l'itinérance a été lancé, le premier ministre avait inclus un mot pour dire que chaque réalité et les parcours variés doivent être répondus en conséquence, que la situation d'une personne itinérante, qu'elle ait des enjeux de santé mentale, de toxicomanie, qu'elle ait perdu son logement parce qu'elle ne pouvait plus payer son loyer, sont toutes des situations à laquelle il faut que le gouvernement s'adapte. Parce que ce n'est pas aux gens dans la rue qui sont en situation de vulnérabilité de s'adapter à la réalité du gouvernement. L'itinérance ne se règle pas avec des solutions génériques pour des besoins spécialisés. Et Santé Québec a échoué. Et hier, et je cite la ministre, elle a dit « Les personnes vulnérables qui doivent pouvoir recevoir l'accompagnement et le soutien dont elles ont besoin. » Mais aujourd'hui, le ton de la ministre a tout à fait changé. Mélissa et Jérémy, en 2025, quand on les a connus pour la première fois dans les médias, ont dit « On ne veut pas vivre dans la rue, on veut un toit. » Un toit qu'ils peuvent partager. Parce que Mélissa et Jérémy, c'est un couple. C'est un couple qui fait en sorte qu'ils dépendent l'un sur l'autre pour leur vie sociale, pour leur sécurité, pour leur réalité. Donc, il faut leur trouver un toit qui est adapté à leur réalité et qui les convient. Parce que oui, on peut leur offrir quelque chose et peut-être ce n'est pas un bon fit, disons, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête d'essayer. Et le CIUS du Centre
sud de l'île de Montréal, là où la ministre était PDG auparavant, et je cite, on dit dans les médias, « Les équipes travaillent dans un contexte complexe avec des ressources limitées. » Des ressources limitées. Des ressources limitées pour, encore une fois, 2 jeunes personnes avec une déficience intellectuelle qui sont très susceptibles quand ils sont en situation d'itinérance. Ils sont vulnérables, ils peuvent avoir des abus, les gens peuvent facilement prendre avantage d'eux et leur sécurité n'est pas garantie. Est-ce que la ministre, et je lui donne une autre chance, peut trouver une solution pour Mélissa et pour Jérémy, pour qu'après plus de 3 ans dans la rue, ils trouvent un toit qui leur convient, adapté à leur réalité? Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Madame la ministre, je vous cède la parole et je vous rappelle que vous avez 5 minutes. Oui. Monsieur le Président, d'abord, je veux réitérer ici même au Salon Rouge que je suis très sensible à la situation de Mélissa et de Jérémy. Elle touche les collègues de cette Assemblée, elle touche les intervenants sur le terrain et surtout, elle touche des êtres humains qui vivent une grande vulnérabilité. Je veux commencer en le disant clairement, derrière les manchettes et les débats politiques, il y a 2 personnes avec leur parcours, leur fragilité, leurs limites, mais aussi leur dignité. Et ça, on ne doit jamais l'oublier. Tant qu'une personne est reconnue apte, la loi ne permet pas de lui imposer un hébergement, ni des soins contre sa volonté. Et je ne veux pas rentrer dans le dossier personnel de ces 2 personnes, mais vous le savez, j'ai eu l'occasion de le mentionner, Mélissa est apte, et ça, ce n'est pas la ministre de la Santé qui décide de l'aptitude des personnes. J'ai demandé à Santé Québec de faire les suivis nécessaires avec les organismes concernés, ainsi qu'avec le curateur public. Et j'espère que le curateur public nous écoute aujourd'hui. Les équipes demeurent pleinement mobilisées et poursuivent l'accompagnement de Mélissa avec rigueur, avec professionnalisme, avec humanité, dans le respect de ses volontés. Monsieur le Président, c'est important, le respect des volontés des personnes. Comme ministre de la Santé, je ne ferai pas de diagnostic sur ces 2 personnes. Ce n'est pas mon rôle. Lorsqu'on a des doutes sérieux concernant la capacité d'une personne à consentir, bien, il y a des démarches qui doivent être entreprises auprès du curateur public. C'est important. On a une loi au Québec sur la curatelle publique. Il s'agit de processus qui sont très encadrés, qui relèvent des tribunaux et qui exigent des étapes. Alors, le curateur public va continuer son travail. Cela dit, je m'attends à ce que tout soit mis en œuvre, sans délai, pour assurer un accompagnement soutenu, structuré, conforme aux obligations légales, afin de protéger la sécurité, la dignité des personnes concernées. Je sais que certains aimeraient que les choses aillent plus vite, que tout se règle avec un claquement de doigts. C'est une situation qui est extrêmement complexe, extrêmement complexe. Jérémy habite maintenant dans une ressource d'hébergement. Je ne rentrerai pas dans les détails non plus cette fois-ci, Monsieur le Président. Alors, c'est important, on doit s'occuper de ces 2 personnes. Santé Québec m'a confirmé qu'il y a des intervenants impliqués dans les dossiers, des éducateurs spécialisés notamment, mais aussi des travailleurs sociaux. Comme je viens de le mentionner, je souhaite que le curateur public puisse intervenir selon la loi, Monsieur le Président. Alors, la réalité, c'est qu'il y a des dossiers, des situations comme celle-là qui sont complexes. Et il faut le faire dans le respect des personnes. Ce n'est jamais simple, Monsieur le Président, et ce n'est surtout jamais linéaire. Dans le cas de Jérémy et de Mélissa, une proposition d'hébergement commun leur a été faite. Ça n'a pas fonctionné.
Alors, on doit trouver une autre solution. Pour Jérémy, comme je le disais, il y a actuellement un hébergement. Pour Mélissa, mais il faut qu'elle, étant donné qu'elle est apte, qu'elle soit accompagnée dans son désir d'être hébergée. Alors, c'est important. On ne forcera pas les personnes. On doit assurer la sécurité dans le respect des lois, des mécanismes que nous avons au Québec. C'est important d'accompagner Jérémy et Mélissa. C'est ça qui est le plus important, de les accompagner en fonction de leurs besoins. Et Jérémy et Mélissa n'ont pas les mêmes besoins. Alors, c'est important que ce travail-là se fasse avec les intervenants. Alors moi, je m'assure, Monsieur le Président, que les suivis soient faits. Je vais suivre cette situation très près parce qu'elle me touche énormément. Et je vais m'assurer que les suivis soient faits dans le respect des droits des deux personnes. Merci, Madame la ministre. Madame la députée, vous avez 2 minutes pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Je répète ce que j'ai dit ce matin, la sensibilité de la ministre, c'est pas ça qui va faire en sorte que Mélissa et Jérémy sortent de la rue. On a besoin d'un plan d'action spécifique pour les personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme qui se retrouvent en situation d'itinérance, car ce n'est pas un cas isolé, Mélissa et Jérémy. Et on ne sait pas combien d'autres Mélissa et Jérémy sont dans les rues du Québec. Mélissa a également un diabète. Elle se retrouve dans la rue. C'est qui est là pour faire le suivi pour Mélissa? C'est qui est là pour s'assurer qu'elle est prise en charge? Et là, la ministre nous dit que Mélissa est apte, selon elle. Mais, Monsieur le Président, une personne avec une déficience intellectuelle, par définition, malheureusement, n'est pas toujours apte à prendre des décisions. Les gens qui côtoient Mélissa, les intervenantes dont on a entendu parler, ne jugent pas que Mélissa est apte, jugent qu'elle a besoin d'être encadrée et prise en charge. Donc, je questionne vraiment le jugement de la ministre à cet égard. La ministre nous dit que Jérémy est dans une ressource, mais il dort dans la rue avec Mélissa parce qu'ils veulent être ensemble, parce que l'un sans l'autre, ils ne se retrouvent plus. L'hébergement commun que la ministre a mentionné était loin de leur réalité, était loin du coin qu'ils connaissaient. Ça les a désorientés. Encore une fois, on parle de gens avec une déficience intellectuelle. C'est pas facile de s'organiser, de s'installer quelque part de nouveau et comprendre c'est quoi nos paramètres. Est-ce que la ministre va faire le suivi avec Santé Québec dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années? Parce que le ministre, à l'époque des services sociaux, avait également demandé à Santé Québec la prise en charge de Mélissa et Jérémy. Et 1 an plus tard, ils sont encore dans la rue. Et ça fait plus de 3 ans. Donc, je demande à la ministre de se mettre à la place de ces familles, de ces personnes-là, et d'avoir du cœur, de l'empathie, de la sensibiliser, et de s'assurer que le gouvernement les prenne en charge. Et alors, nous allons passer au prochain débat de fin de séance, qui portera sur une question adressée par Monsieur le député de Laurier-Dorion à Madame la ministre responsable de l'habitation concernant l'augmentation des loyers dans les coopératives d'habitation. Monsieur le député, je vous rappelle que vous disposez de 5 minutes pour votre intervention et Madame la ministre répondra à son tour pour une durée de 5 minutes et suivra votre réplique. À vous la parole, Monsieur le député, pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc, aujourd'hui, lors de la période des questions, j'ai posé une question à la ministre et je dois vous avouer, Monsieur le Président, que j'ai mis des gants blancs pour poser cette question-là. Et j'ai expressément utilisé l'expression « une main tendue » pour soulever une problématique qui est l'augmentation des loyers dans une coopérative d'habitation et potentiellement dans beaucoup de coopératives d'habitation. Une situation qui pourrait à terme concerner quelques 8500 logements habités souvent par, la plupart du temps, par des personnes à faible revenu ou en tout cas des personnes pas très bien nantis. Malheureusement, malgré ma prudence, malgré ma bonne volonté, la ministre m'a répondu, comment dire, de façon très sèche, d'une part. C'est pas le pire, on est habitué à ce ton-là à l'Assemblée nationale, mais malheureusement, elle m'a répondu avec des informations qui sont erronées. Et je dois aujourd'hui
aujourd'hui profiter d'un débat de fin de séance pour replacer certaines informations afin d'informer la ministre de la capacité qu'elle a d'intervenir dans certaines situations, en tout cas dans la situation des augmentations des loyers dans les coopératives, parce qu'aujourd'hui la ministre, lors de sa réponse en période de questions, elle m'a dit que les coopératives peuvent recourir au tribunal administratif du logement, ce qui n'est pas exact. Monsieur le Président, et je dois rétablir les faits, je voudrais lui lire l'article 1955 du Code civil qui dit, guillemets, ni les locataires d'un logement loué par une coopérative d'habitation à l'un de ses membres ne peuvent faire fixer les loyers ni modifier d'autres conditions du bail par le tribunal. Fin de citation. Donc, on voit très bien que les ménages qui habitent dans une coopérative d'habitation ne peuvent pas aller au TAL. Donc, je profite de ce débat de fin de séance pour informer la ministre de cette information-là. J'espère que ça va lui être utile lorsque moi ou d'autres personnes vont lui poser des questions. Les locataires, je répète, les locataires d'une coopérative d'habitation, en fait, c'est pas des locataires, c'est des membres. Et en grande majorité, les membres d'une coopérative d'habitation ne peuvent pas recourir à la fixation des loyers au tribunal administratif du logement. Ceci étant dit, elle, par contre, elle a la prérogative en tant que ministre d'agir sur la société d'habitation parce que dans toutes les conventions qui lient la société d'habitation du Québec à des coopératives d'habitation, il y a une clause qui dit, je cite encore une fois, guillemets, la société. Sous-entendu, la Société d'habitation du Québec peut, si elle est d'avis que la qualité de la gestion de l'ensemble par l'organisme le justifie, renoncer à des exigences stipulées dans la présente convention. Cet abandon d'exigence doit être signifié par écrit par un représentant de la société dûment mandaté. Allons-y voir la situation particulière que je lui ai soulevée aujourd'hui et que visiblement la ministre a touché, a envoyé la balle à l'extérieur du terrain. La coopérative Émile Légan à Montréal comporte 142 logements pour des aînés autonomes qui ont des revenus de moins de 40 000 $. C'est pas des gens riches, on s'entend. Les loyers en 2023-2024, il y a 2 ans, c'était de 515 $ par mois. Aujourd'hui, en ce moment, c'est 619 $ par mois. Et on demande à ces locataires pour l'année 2026-2027 685 $ par mois, donc une hausse de 10,7% pour cette année et une hausse de 33% en 3 ans, ce qui pour des locataires aînés qui n'ont souvent que leur pension est nettement exagérée. La coop est en excellente santé financière et n'a pas besoin de hausse de loyer pour assumer ses charges. Donc, ce qui se passe là, c'est que la convention dont je parlais tantôt oblige les coopératives d'habitation à augmenter les loyers automatiquement si les loyers médians dans une région donnée augmentent. C'est une augmentation automatique. Mais ce qui est demandé à la ministre, c'est justement d'intervenir pour faire en sorte de garder ces loyers plus bas et ne pas pénaliser davantage les locataires aînés qui vivent dans ces coopératives d'habitation. Est-ce que la ministre pourrait au moins considérer d'utiliser ses pouvoirs? Je comprends qu'ils me disent « Ah non, je vais réfléchir, je ne vais pas, pour l'instant, il me manque des éléments. » Parfait, mais qu'elle pourrait au moins réfléchir à l'opportunité d'utiliser sa prérogative. Merci, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Madame la ministre, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ça va me permettre de mettre en perspective les raisons pour lesquelles les barèmes existent à la Société d'habitation du Québec concernant les augmentations de loyers pour les locataires qui vivent dans des coops d'habitation. Au Québec, les coops d'habitation représentent bien plus qu'une simple formule de logement. Elles incarnent un modèle fondé sur la démocratie, la solidarité, la prise en charge collective. Puis pour bien comprendre le fonctionnement des loyers en coop, c'est essentiel de replacer ce modèle-là dans son contexte historique. Le développement des coopératives, ça s'est accéléré au 20e siècle, particulièrement dans les années 60 et 70. Dans un contexte de crise du logement, mobilisation citoyenne, des organismes comme la Fédération d'habitation coopérative du Québec ont joué, Monsieur le Président, un rôle majeur dans la structuration, défense, accompagnement des coops d'habitation à travers toute la province. Aujourd'hui, les coops d'habitation offrent une alternative au marché locatif privé. Et contrairement à un immeuble détenu par un propriétaire unique cherchant un rendement financier, une coop appartient collectivement à ses membres.
Chaque personne qui y habite est à la fois locataire et membre de l'organisation. Elle participe aux décisions, contribue à la vie démocratique de la coopérative. Ça a un impact direct sur la fixation des loyers. Dans le marché privé québécois, les hausses de loyers, effectivement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif du logement qui applique un barème annuel pour déterminer les augmentations raisonnables. En coop, c'est très différent. Le TAL ne fixe pas les loyers des membres. La hausse des loyers n'est pas imposée unilatéralement, elle est décidée collectivement. Concrètement, le conseil d'administration de la coop prépare un budget annuel. Ce budget tient compte des dépenses d'exploitation, taxes municipales scolaires, assurance, entretien, réparation, services publics, ainsi que la nécessité de constituer des réserves pour des travaux majeurs à venir, comme par exemple une toiture, des fenêtres ou encore un système de chauffage. À partir de ce budget, le conseil propose une augmentation de loyer si nécessaire. Cependant, ce ne sont pas les administrateurs qui ont le dernier mot. Le budget et les hausses proposées sont présentés en assemblée générale. Chaque membre a le droit de parole et de vote. La décision finale est donc démocratique. Ce fonctionnement-là reflète l'un des principes fondamentaux de la coop, un membre, un vote. L'objectif, c'est pas de maximiser les profits, mais bien d'assurer la viabilité financière de l'immeuble tout en maintenant l'abordabilité des logements. En général, les loyers en coop se situent entre 75 et 95 % du loyer médian du marché pour le logement comparable. Cette marge permet de demeurer en dessous du prix du marché privé tout en couvrant l'ensemble des coûts réels ainsi que des dépenses à prévoir. Il peut arriver qu'un membre refuse la hausse adoptée en assemblée générale. Dans tel cas, la situation peut devenir délicate. Comme la décision a été prise démocratiquement, le membre est tenu de respecter le règlement adopté. S'il refuse de payer le nouveau montant, la coop peut entreprendre des démarches pouvant mener à son départ. Contrairement à ce que prétend le député de Laurier-Dorion, elle peut également s'adresser au tribunal administratif du logement afin de faire trancher la question. Toutefois, comme dans tout autre conflit, l'approche privilégiée en coop demeure le dialogue et la recherche de solutions. Par ailleurs, certaines personnes à faible revenu peuvent bénéficier d'un soutien financier important grâce au programme qu'on appelle communément les PSL. Le programme permet de plafonner le loyer à 25 % du revenu brut du ménage. Ainsi, même si le loyer réel du logement est plus élevé, le membre admissible ne paie qu'une part correspondant à sa capacité financière, la différence étant assumée par le programme du gouvernement du Québec. Mécanisme qui contribue à maintenir la mixité sociale au sein des coops et à garantir l'accès au logement pour les ménages les plus vulnérables. Les membres de la coop pourraient également bénéficier du programme Allocation Logement, un programme qui s'adresse à des personnes, à des familles à faible revenu qui utilisent une part trop importante de leur budget pour se loger. En somme, Monsieur le Président, le modèle coopératif québécois repose sur un équilibre entre responsabilité financière et solidarité. La fixation des loyers n'est ni arbitraire ni dictée par la logique du profit. Elle résulte d'un processus démocratique où les membres décident collectivement des moyens nécessaires pour entretenir leur milieu de vie. Les coops d'habitation démontrent qu'il est possible d'offrir des logements abordables, stables et gérés par ceux et celles qui y vivent. Elles constituent une réponse durable aux défis du logement en plaçant la communauté et la démocratie au cœur des décisions économiques de la coop. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député de Laurier-Dorion, vous disposez de 2 minutes pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. De toute évidence, la ministre a rectifié un certain nombre d'informations, mais elle maintient certaines formulations très contestables, comme quoi les locataires, les membres d'une coop peuvent aller contester leur hausse des loyers au tribunal administratif du logement. Je lui ai lu l'article 1955 du Code civil, mais elle persiste à dire que c'est possible. Elle est visiblement mal conseillée. Ceci étant dit, Monsieur le Président, dans le cas de la coop Émile Nelligan, ni les conseils d'administration de la coopérative, ni l'Assemblée générale des membres de la coopérative n'a pu s'opposer à cette augmentation-là parce qu'elle est imposée par la Convention
qui lie la coopérative avec la Société d'habitation du Québec. Elle est obligatoire, elle est automatique. Et ce que je plaide auprès de la ministre, puis évidemment, elle ne veut pas utiliser ses prérogatives, c'est de dire, parce qu'elle peut, elle a la prérogative de dire à la SHQ, cet article-là, pour cette coop-là ou pour l'ensemble des coop, c'est à elle de voir, on va faire une exception et on va garder les loyers bas, parce que ce qui importe aujourd'hui, Monsieur le Président, là, et la crise du logement nous le démontre amplement, la crise du logement, c'est une crise d'abordabilité, c'est-à-dire que les gens consacrent une trop grande partie de leurs revenus au loyer. Donc, il faut garder les loyers bas. La ministre nous dit qu'il existe des programmes, le PSL ou l'allocation de logement. Formier. Mais si on a un modèle québécois d'habitation qui n'exige pas des investissements mensuels et substantiels de l'État du Québec, mais c'est tant mieux. Essayons d'éviter que les loyers augmentent. Surtout que cette coop n'est pas en situation n'est pas en difficulté financière, n'a pas besoin, dans l'absolu, du point de vue financier, d'augmenter les loyers. Mais la ministre refuse obstinément de baisser les loyers. Ça démontre la déconnexion, encore une fois, de cette ministre et de toutes les autres ministres de l'habitation de la CAQ face à la crise du logement. Merci, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Alors voilà qui met fin au débat de fin de séance. Je suspends les travaux jusqu'à 14h30.